Polysécure, segment grand public. Je suis avec Marie-Ève. Bonjour. Et nous allons aborder ce que Google a mis dans l'actualité avec le fait qu'il va rendre ça obligatoire, c'est-à-dire l'authentification multifacteur, l'authentification 2 facteurs, le MFA, le 2FA, le 2-step verification ou l'étape à 2, l'authentification à 2 vérifications. Donc, on va un peu démystifier qu'est-ce que c'est, puis les bénéfices, puis d'où l'importance de le faire et pourquoi Google nous pousse, entre autres, à aborder ce genre de choses-là. Donc, le plancher est à toi. Oui, donc on en entend parler depuis quelques années de l'authentification à 2 facteurs. Donc, premièrement, on pourrait commencer par le définir. Donc, Nicolas Loïc, qu'est-ce que l'authentification à 2 facteurs? Ben, essentiellement, c'est que quand on utilise un mot de passe, ça, c'est un facteur. C'est quelque chose qu'on connaît. Donc, on produit quelque chose qu'on connaît, donc on présente un facteur. Un deuxième facteur, dans ce cas-ci, c'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose que soit qu'on est ou soit quelque chose qu'on possède. Dans ce cas-ci, on va souvent utiliser ce qu'on possède, donc soit un jeton, un téléphone ou ainsi de suite, va servir de deuxième facteur, donc de deuxième élément qui va servir à prouver qu'on est bien qui on est finalement. Je crois qu'au début, là, ça avait commencé plus avec le numéro de téléphone. Facebook puis Twitter avaient comme instauré ça. Puis plus récemment, c'est devenu plus des applications comme le Google Authenticator. Est-ce que je me trompe? Ben oui et non, c'est que dans les très débuts, il y avait deux choses dans les équipements, dans les services grand public comme Twitter, Facebook. Effectivement, il t'envoyait un SMS sur ton numéro de téléphone où il t'appelait puis il te donnait un numéro que tu verbalement que tu aurais remarqué dans la page web en question. Effectivement, d'un côté grand public, d'un côté plus entreprise, pour ceux qui connaissent les tokens RSA, les jetons RSA qui sont largement été utilisés pendant très longtemps avec un numéro qui change, un numéro à 6 chiffres qui change à toutes les minutes ou à toutes les 30 secondes, tout dépendant. Donc, c'est ce genre de choses-là où on a cette représentation-là. Ça l'a évolué. Google Authenticator n'est pas si récent que ça non plus. Il date déjà quand même de plusieurs années. Et ils ont tous sorti leur déclinaison de ça. L'avantage, c'est que là, maintenant, on a un logiciel qui nous permet de stocker dans notre téléphone, dans nos choses, donc qui est un peu mieux, un peu plus facile d'utilisation, un peu plus facile, un peu plus commode là, en termes d'expérience utilisateur. Oui, je viens de me rappeler il y a plusieurs années qu'il fallait appeler, puis là, il te donne un numéro, puis là, il fallait que tu l'écrives. C'était un peu plus fastidieux, mais oui, je viens de me souvenir qu'il y a déjà eu ça. Puis, est-ce que... dans le fond, l'authentification à 2 facteurs, c'est de fournir une donnée que seuls nous connaissons. C'est sûr que c'est beaucoup en lien avec les téléphones parce qu'on l'a toujours en notre possession. Y a-t-il d'autres types d'informations qu'il peut y avoir dans une authentification à 2 facteurs autre que le numéro de téléphone ou quelque chose qui vient de notre téléphone? Je mentionnais les jetons RSA, donc on peut avoir des jetons physiques qui peuvent représenter ce deuxième facteur-là aussi. Donc, c'est quelque chose qu'on possède, le dit jeton. Donc, à ce moment-là, lui, il représente cet élément-là. La YubiKey, la Google Titan, qui sont plus largement connus. Un peu plus compliqué l'utilisation pour l'utilisateur régulier, pas régulier, mais l'utilisateur standard, là, le non spécialiste. Donc, ça demande peut-être quelque chose d'un peu plus exigeant et plus difficile que le SMS ou le Google Authenticator qui est beaucoup plus intégré. Puis même, on peut aller plus loin. Microsoft a sorti, dans le fond, dans son équivalent, le Microsoft Authenticator, qui eux autres vont utiliser pour brancher à leurs services comme Hotmail, Outlook maintenant, ou leurs services corporatifs. Et dans ce cas-là, les autres vont utiliser un push. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à écrire un numéro à 6 chiffres, qui est un peu embêtant, ils vont juste envoyer une alerte sur ton téléphone. Ils vont dire, OK, oui, j'approuve. C'est bel et bien moi qui fait ce genre de choses-là. Apple aussi est très comme ça, sauf que là, on est vraiment dans l'écosystème Apple. Fait que il faut avoir un cellulaire ou un iPad à Apple pour vivre dans cet environnement-là, dans lequel les autres ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un push qui va dire oh, il y a une tentative de connexion, mais même ils géolocalisent la tentative de connexion dans ce cas-là. Fait que ça permet encore plus facilement de savoir qui se branche et si c'est légitime ou pas. Et ensuite, ils demandent de saisir un code à 6 chiffres qui est envoyé sur l'appareil qui sort. Si on en a plusieurs, c'est tous les appareils qui le reçoivent. Si on en a juste un, là, c'est plus embêtant. On a juste un appareil qui reçoit le code. Ils sont à peu près comme ça. Google aussi, maintenant, quand on a l'application Google installée sur notre téléphone, il va pousser le fait, hey, c'est-tu bien, bel et bien toi qui essaie de s'authentifier. On peut confirmer de façon
légitime, confirmer que c'est bel et bien nous. Ou dans un cas où ce n'est pas nous, de dire non, c'est pas nous, puis ensuite d'amorcer le processus de vérification pourquoi notre compte a été eu une tentative de connexion illicite sur notre compte à ce moment-là. Oui, c'est vrai, là, quand on est dans des systèmes connectés un peu comme Apple, là, on reçoit des notifications, puis c'est assez simple, là, on fait juste approuver ou pas. Puis les jetons, pour ceux peut-être qui ont pas connu les jetons en entreprise, là, c'est vraiment comme une espèce de porte-clés, si on veut, numérique, là, qui change de numéro à chaque 30 secondes, un peu comme le Google Authenticator, mais plus digital, que tu dois physiquement avoir avec toi pour te connecter, là. Donc, c'est sûr qu'on a de la belle technologie, puis ça continue d'avancer dans ce sens-là. Donc, pourquoi qu'on a l'authentification à 2 facteurs? C'est principalement pour valider que c'est la bonne personne derrière l'écran, qu'on est la bonne personne qui utilise l'équipement en question. Y a-t-il d'autres raisons pourquoi qu'on utilise l'authentification à 2 facteurs? Ben, c'est d'autant plus important maintenant l'utilisation de l'authentification en 2 facteurs puisque le mot de passe est fondamentalement faible. Les utilisateurs, puis là, je lance le rush à personne, vont tendance à répéter ou à réutiliser le même mot de passe sur plusieurs sites. Donc, les gens ont de la misère, puis c'est humain là, de prendre des mots de passe complexes, de changer régulièrement. Il faut avoir un gestionnaire de mots de passe à ce moment-là, ce qui est un enjeu en soi, puis qui ajoute de la complexité, puis qui n'est pas nécessairement à la portée de tous quand on est un peu moins habile avec les technologies. Donc, c'est là où arrive l'authentification du facteur. Puis c'est bien compensé aussi tout le fait que, puis ça, maintenant, c'est répandu. Le fait que les mots de passe se sont trouvés dans le dark web avec toutes les fuites de données qu'il y a eu dans les, disons, 5 années là, qu'on entend davantage. Souvent, les mots de passe sont suivis là-dedans. Là. Il y a des sites comme Have Been Pwned qui vont justement lister si votre mot de passe s'est retrouvé sur ces sites-là. Donc, il est fort probable que les mots de passe se soient retrouvés sur des sites malveillants, des sites dans le dark web, dans les endroits où ce genre d'informations circulent. Donc, déjà, de un, ils peuvent réutiliser cette information-là. De deux, ce qu'on voit de plus en plus, je l'ai vu en entreprise, je l'ai pas vu au niveau grand public, mais les malveillants vont envoyer un courriel qui a l'air légitime, qui nous envoie sur une plateforme dans laquelle on est habitué. Donc, ils vont nous envoyer sur Outlook, ils vont nous envoyer sur Gmail, ils vont nous envoyer sur une plateforme comme ça. Et ils nous demandent de nous authentifier sur cette plateforme-là. Et à ce moment-là, cette plateforme-là est fausse et sert à justement récupérer le mot de passe d'utilisateur. Donc, c'est un moyen, puis à ce moment-là, dès que ça s'est fait, en entreprise, on l'a observé parce qu'on a les moyens d'observer ça. Mais dans la minute qui suit que l'utilisateur a saisi le mot de passe dans le dit interface frauduleux, il y a des tentatives de connexion qui commencent avec son compte. Et dans le cas qu'un compte qui n'aurait pas de deuxième facteur, à ce moment-là, ben, l'utilisateur, son compte est compromis et pris en possession par les malveillants. Quand on a le deuxième facteur à ce moment-là, ben là, comme c'est quelque chose qu'on possède, que même si on a donné le mot de passe, si on n'a pas le deuxième facteur, il ne peut pas rentrer. C'est comme une deuxième clé qu'on fait. Un peu pour prendre une image un peu plus colorée qu'on voit dans les films, disons, comme les déclencheurs nucléaires là, pour lancer un missile nucléaire, il y a toujours 2 clés de 2 personnes différentes qui sont là pour ça. Fait que c'est une mesure, justement, si on n'a pas les 2 clés, ben le missile ne partira pas. Fait que pas une personne, donc un mot de passe ou un facteur d'authentification qui va permettre de déverrouiller le compte, mais là, il va en avoir 2. Puis avec maintenant les technologies qu'on a entre les mains, c'est relativement facile d'application, même si certains éléments comme le SMS est quand même considéré pas sécuritaire selon ce qu'il y a beaucoup de commentateurs en sécurité vont tendance à dire ça. Par ailleurs, même si c'est pas sécuritaire, c'est pas parfait, c'est déjà beaucoup mieux que de pas en avoir du tout parce que de ce moment-là, il faut rerouter votre téléphone puis c'est beaucoup plus compliqué. Puis d'aller beaucoup plus loin comme ça. Donc, à ce moment-là, déjà d'avoir ça, c'est suffisant. Dans les institutions financières, on commence à le mettre en œuvre. Fait que beaucoup d'éléments, beaucoup de places ont commencé à le mettre en œuvre. Comme je mentionnais plus tôt, Google va l'obliger justement pour aider, pousser les gens, une petite poussée pour adopter des meilleures pratiques, puis justement réduire les problèmes, réduire les irritants de se faire voler son compte. Puis l'autre volet d'un compte, puis c'est souvent les comptes courriels qui sont ciblés.
puisque ceux-ci sont souvent rattachés à tous nos autres services qu'on utilise dans le grand monde du numérique. Donc, si on se fait voler notre adresse courriel principale, c'est généralement celle-là qui est utilisée pour faire la réinitialisation des mots de passe. Donc, si on parle de contrôle de cette adresse-là, ben à ce moment-là, le malveillant peut commencer à piocher dans l'ensemble de nos services et aller soit réinitialiser le mot de passe si le mot de passe n'est pas le même, ou commencer à faire des manœuvres comme ça qui sont beaucoup plus dommageables à notre vie numérique. C'est un très bon point. Donc, le mot de passe n'est plus aussi sécuritaire qu'il l'aurait peut-être déjà été. Donc, le mot de passe devient vient fragiliser un peu toutes nos informations. C'est intéressant. Puis j'ai bien aimé ton image là avec les 2 clés pour les attaques nucléaires. Là, j'ai revu des épisodes des Simpsons dans ma tête. Des belles caricatures. Puis c'est vrai là, que les institutions financières ils ont été forts là-dessus. Là. Je me souviens Desjardins m'avait envoyé une notification sur mon téléphone pour approuver ma connexion, puis j'avais pas répondu la bonne chose. Là. Fait que dans tous les cas, quand on se trompe, là, c'est pas la fin du monde. Là. J'avais appelé chez Desjardins, puis il avait été super compréhensif. Là. Ils ont juste confirmé mon identité autrement, là, un petit peu plus complet comme questionnaire, là, mais on peut encore se tromper, même si on dit que la connexion est pas bonne, là, n'ayez crainte. Puis, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'avec l'authentification à 2 facteurs, on est béton, puis on est protégé à 100% contre les malveillants? On peut jamais être protégé à 100%. Ça, c'est un peu malheureux dans tout ça. Ça arrêtera jamais. C'est une course sans fin. Mais déjà, d'avoir mis ça en place vient élever la barrière suffisamment haute pour que les malveillants ne s'en prennent pas aux gens les plus communs. C'est-à-dire, puis à ce moment-là, puis, naturellement, comme c'est des malveillants, c'est des criminels le type classique, ils vont s'attaquer à les cibles les plus faciles. Donc, à ce moment-là, si on active le 2e facteur sur nos comptes, on ne devient plus la cible la plus facile. Là si on s'est déplacé ailleurs. Là, c'est plate de dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va se faire avoir dans ce contexte-là. Donc, c'est d'autant plus important de propager la nouvelle et de faire que tout le monde ait ce genre de choses-là, justement pour relever le niveau. Une fois que le niveau est relevé, je ne sais pas si ce facteur, ils vont trouver d'autres stratégies. Déjà, les SMS ont déjà été démontrés comme étant plus faibles comme 2e facteur. Même si c'est mieux que rien, c'est quand même plus faible. Mais on va le voir, ce type d'attaque-là, dans les cas des personnes importantes, dans le cas de la fraude du président, par exemple, ou les gens qui sont des dirigeants d'entreprise qui vont se faire attaquer parce qu'ils ont la capacité de faire des gros virements monétaires, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça va être des gens qui vont être plus ciblés, qui sont plus propices à ce que l'attaque sur un SMS se fasse sur eux. Pour la plupart des gens, ce genre de situation-là est peu probable, ce qui fait que c'est très bien. L'avantage des applications, c'est que soit la clé, c'est un secret partagé, donc à ce moment-là, le malveillant ne peut pas la connaître, ou c'est un cas de comme Microsoft Authenticator ou Google ou même Facebook, c'est comme ça aussi. Yahoo sont à peu près toutes comme ça maintenant. Quand on a une application de leur compagnie d'installer, ils vont l'utiliser comme levier pour nous authentifier. Fait que ça, c'est en mode push, puis en mode push, c'est beaucoup plus difficile de venir s'interposer. Probablement pas impossible. Il va prendre des champs de recherche qui vont des malveillants qui vont chercher là-dessus puis ils vont trouver une stratégie. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de moyen connu ou en tout cas de grande envergure qui permet de contourner ce genre de choses. Fait que ça l'amène pour quelques années une sécurité suffisante à nos comptes et à nos différents outils. C'est très, très intéressant. Donc, de ce que je comprends, peu importe la protection qui est en place, ce n'est qu'une question de temps avant que les malveillants trouvent une façon de contourner ces mesures de sécurité-là. Mais de ce que je comprends aussi, c'est que c'est un incontournable d'y adhérer. Comme ça, on est toujours à l'affût des dernières technologies pour nous sécuriser. Donc, plus qu'on est à la traîne, moins qu'on embarque dans le bateau rapidement, on devient les plus vulnérables du groupe, là, en fait.
Tout à fait, puis c'est un certain problème parce que justement les malveillants vont s'en prendre aux plus vulnérables. On le voit beaucoup dans le numérique. Les personnes de plus âgées ont un peu plus de misère à appréhender comment fonctionne la technologie. Donc fondamentalement, elles deviennent beaucoup plus vulnérables à ces manipulations, à ces stratégies-là. Donc c'est d'autant plus important qu'on amène en tout cas pour moi, ce qui est mes grands-parents et mes parents, les amener à cheminer, à adopter des pratiques comme ça qui ne sont pas intuitives, puis pour eux, c'est un univers complètement différent. Fait qu'il faut vraiment les amener, les aider à cheminer là-dedans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le podcast d'un point de vue grand public, justement pour aider les gens à s'outiller avec des choses faciles, accessibles. Là, ça l'est pas mal. Google le félicite encore davantage, puis va justement favoriser de plus en plus. Puis je pense que ils ont commencé le mouvement, fait qu'il est très probable que les autres vont suivre aussi. Microsoft le fait, chez Apple le fait déjà, une bonne partie déjà obligatoire dans l'écosystème Apple. Le deuxième facteur est relativement rendu difficile à éviter en général, donc il nous amène vraiment à nous protéger nous-mêmes, ce qui est en soi une très bonne chose, puis justement nous amène à cheminer et à protéger notre identité numérique parce que c'est ça qu'on est maintenant, des identités numériques. Bon point. Puis c'est très facile d'utilisation. Un coup qu'on l'a compris, un coup qu'on l'a intégré, c'est facile à continuer de faire vivre. Là. Donc la leçon que je garderais, c'est embarquons dans le bateau. Puis faisons preuve de bienveillance avec nos proches, nos gens qu'on connaît qui sont un petit peu plus vulnérables pour les supporter à se setuper, puisque après ça, juste de l'utiliser, ça reste relativement simple. Donc, moi, je crois que j'avais fait le tour de mes questions concernant le sujet. Nicolas Luc, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter? Juste de mentionner que chacune des plateformes numériques que vous utilisez, Facebook, Twitter, Google, Outlook, et ainsi de suite, ont tous la capacité du deuxième facteur, entre autres. Ils ont tous d'autres fonctionnalités de sécurité qui sont incluses à leur plateforme. Prenez le temps d'aller les regarder. Puis c'est pas nécessairement toujours facile à comprendre. Faites-vous accompagner par des gens qui vont être capables de vous aider à comprendre les différents éléments, mais c'est très important parce que c'est maintenant là que les malveillants s'en prennent davantage à nous. Ils veulent vraiment nous faire le plus de mal et voler notre argent au bout du compte. Donc, soyez prudents. Si vous avez des questions complémentaires, si vous voulez creuser les différentes choses, il y a des ressources sur la page web qui vont vous être mis disponibles. Il y a des groupes sur Facebook de gens qui partagent leurs connaissances si vous avez des questions pointues, ou vous pouvez nous écrire sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, et ainsi de suite, sur lesquels vous avez des questions plus pointues. On pourra soit les répondre directement ou les répondre dans un autre épisode dans lequel on pourra approfondir des sujets peut-être un peu plus spécifiques face à la sécurité de ces plateformes-là. Oui, effectivement. Puis on a effleuré un peu le sujet du gestionnaire de mots de passe qu'on pourra approfondir un petit peu plus dans un prochain épisode. Donc, bien, merci Nicolas Loïc et je vous dis à la prochaine. Merci.